Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours d'entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, entrepreneur soucieux du bonheur des autres et je suis super content d'habiter cette région dynamique et pleine de profils formidables. Avec Le Pompon, j'ai envie d'aller à la rencontre de ces entrepreneurs, ces chefs d'entreprise, artistes, sportifs de la région qui créent, avancent et rêvent pour vous partager leurs histoires. Je vais m'intéresser au parcours de mes invités, à leurs échecs, leurs réussites et à ce qui les anime au quotidien. Je suis sûr qu'ils vous inspireront pour que vous aussi, vous vous éclatiez dans la vie que vous choisissez. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous parler de Condillac Expertise. C'est THE cabinet d'expertise comptable à Bordeaux pour les entrepreneurs. C'est un cabinet qui rafraîchit la profession et facilite notre compta. Ils ont 2 applications créées pour nous faciliter la vie d'entrepreneurs et des équipes ultra compétentes, sympas et disponibles. Bref, vous l'aurez compris, Condillac Expertise, c'est le partenaire idéal à Bordeaux quand on est entrepreneur. Si vous toquez chez eux de ma part avec le code promo La Compta c'est cool, les coûts de création d'entreprise seront offerts et si elle est déjà créée, ce sont 2 mois d'honoraires qui sont offerts. Et ça, c'est hyper cool. Pour ce 20e épisode, j'ai le plaisir de recevoir Mathilde Leroy, fondatrice de Casoar, la plateforme de vente d'art en ligne. Mathilde veut démocratiser l'achat d'art en ligne et sensibiliser par la même occasion un maximum de monde à l'art à travers cette marketplace. On revient sur son parcours, ses années passées à l'ESSEC, ses créations de postes dans le mécénat qui ont été un premier pas dans l'entrepreneuriat, avec une véritable envie de créer des projets de toutes pièces. On parle bien sûr de Casoar, sa création, son fonctionnement, son développement et de la place des femmes dans l'entrepreneuriat, un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Un bel échange avec Mathilde, qui est d'un dynamisme communicatif, qui a pleinement cru en son projet et a su prendre sa place dans le milieu très élitiste du monde de l'art. Belle écoute à tous! Salut Mathilde! Bonjour! Et merci d'avoir répondu à mon invitation sur Le Pompon. Merci à toi pour ton invitation. On a mis un petit peu de temps avant de se trouver, mais c'est bon. Ouais, c'est chose faite. Eh bien, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, donc je suis Mathilde Leroy, je suis la fondatrice de Casoar, qui est une plateforme de vente d'art en ligne qui existe depuis 5 ans maintenant. Et basée à Bordeaux. Ok, voilà. Canon. Donc, comme je te le disais, l'idée c'est de revoir un peu tout ton parcours pour comprendre comment t'en es arrivé là où t'en es aujourd'hui. Alors, tu as fait l'ESSEC. Oui, ouais. C'est ça, voilà. Alors enfin voilà, moi toutes les questions arrivent en même temps à chaque fois, c'est super. Est-ce que l'art t'intéressait quand t'étais petite? Oui. Ou est-ce que c'est arrivé un petit peu après? Si. En fait, Casoar, je l'ai créé bien longtemps après, mais c'est vrai que j'ai toujours été attirée par l'art. Je suis issue d'une famille où il y a un intérêt aussi pour l'art à la base. J'ai un grand-père qui est collectionneur. Alors qui est vraiment un passionné, qui adore chiner des peintres, qui a fait ça toute sa vie, qui aujourd'hui a une très belle collection, mais qui a fait ça vraiment par passion plus que par placement ou par intérêt financier. C'est vraiment une grande passion. Donc ça, je pense que ça m'a influencé dans mon enfance. Du coup, ma mère, qui est sa fille, est aussi très branchée peinture. Quand on était petit, elle avait fait faire un portrait de toute la famille par un peintre. Ça avait pris 2 ans. On était allé poser dans son atelier. Voilà. Donc il y a des histoires comme ça. Mes parents avaient des amis artistes aussi. Donc je pense que ça a dû jouer quelque part un petit peu, même si après j'ai fait des études très sérieuses de management. J'avais quand même ça gardé quelque part en moi. Ok, parfait. Et donc t'as fait l'ESSEC? Ouais, complètement. C'est à Paris, c'est à côté de Paris? Ouais, à Cergy, voilà. Ok, ça marche. Pourquoi t'as fait cette école? En fait, moi, en sortant de mes études, je suis partie en prépa, en prépa HEC, parce que c'est vrai que j'étais bonne élève, je m'intéressais à plein de choses et je savais pas encore très bien ce que je voulais faire, donc je suis allée là sans forcément. J'étais pas du tout issue d'une famille ni d'entrepreneur, mère médecin, père haut fonctionnaire, donc pas du tout du milieu business, on va dire. Mais voilà, c'était une suite un peu logique d'élèves sérieuses. Et puis prépa HEC, j'ai eu l'ESSEC, donc j'étais super contente, et du coup, ça a été une expérience très très chouette.
voilà, où j'ai découvert justement à l'époque, enfin encore maintenant, on fait énormément il y a une vie associative très intense dans ces écoles et ça m'a déjà un petit peu appris le goût de lancer des projets, entreprendre. Ouais. Mais c'est important de le dire parce que pour le coup, moi aussi, j'étais bien investi dans les assos. Et donc, au dépend parfois un petit peu de l'école en elle-même. Ah, oui, c'est clair. Soyons honnêtes. Oui. Mais ça apporte en fait énormément. Ah bah c'est clair. Toi, t'as fait des assos donc à l'ESSEC. Oui, complètement. Bah j'ai fait une ISBDE déjà. Ouais. Alors ça c'est très prenant. Après je suis très sportive donc j'étais aussi au BDS. Ok, d'accord. Très active. Ouais. Et puis j'ai fait une asso de débat qui s'appelle les Mardis de l'ESSEC, qui est assez connue aussi. Où on invitait des personnalités. Voilà, donc c'était assez diversifié. Ouais. Ok. Moi, je fais exprès parce que je trouve ça important de le dire pour ceux qui sont aussi en école que s'investir dans les associations. Déjà, on rencontre plein de monde, c'est génial. Oui, et après, c'est du management de projet. Alors, ça dépend quel niveau on a, mais parfois. C'est hyper formateur, c'est sûr. C'est clair. Ok. Bon, bah, canon. Et tu te spécialises en quoi alors? Alors, donc l'ESSEC c'est 3 ans. T'as fait 2 ans de prépa, après 3 ans ESSEC. J'ai fait 1 an de prépa. C'est pour la petite histoire, c'était la dernière année où c'était possible. D'accord. Ça c'était une chance. T'en as profité. Voilà, mais bon. Et donc après, j'étais attirée par, je voulais faire quelque chose d'un petit peu atypique déjà, pas forcément partir dans la banque ou dans le conseil. J'avais envie que ce que crée l'entreprise pour laquelle je travaille ait du sens pour moi, me parle. Donc un produit ou un service qui me parle. Et donc, en fin de cursus, je me suis intéressée à l'audiovisuel à l'époque. Et du coup, après, j'ai fait un master 2 de gestion de l'audiovisuel à Paris 1. Bon. Et après, j'ai été embauchée par TF1, où j'ai travaillé pendant presque 4-5 ans. Voilà. Donc, j'étais partie. Alors, il y a une dimension un peu, création. Alors, même si on peut se dire que TF1 n'est pas au summum de la créativité niveau programme télé, mais bon, c'était quand même le milieu. Voilà, il y a quand même des productions, des choses. Donc, c'était quand même un milieu assez sympa. Et c'était très formateur aussi parce que TF1 c'est quand même une grosse machine marketing aussi. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, donc voilà. Puis avec un petit côté un peu paillettes, stars et compagnie, qui était assez amusant aussi. Donc, parce que là, donc, t'es chargé de mission de développement et après, chef de produit marketing. Ouais, c'est ça? Exactement, voilà. Ok, tu fais 2 ans, hein. C'est ça, voilà, exactement. Voilà, okay. Exactement. Et c'était cool, t'apprends quoi, alors, pour le coup? Surtout dans le deuxième poste ou marketing, pour le coup, c'est vrai qu'on était dans un grand groupe, mais il y avait pas mal de créativité possible. En fait, on devait décliner les marques du groupe TF1. À l'époque, c'était Star Academy, Ushuaïa, en produits dérivés. En particulier, moi, j'étais sur les produits édition et presse. Donc voilà, c'est trouver des partenaires, éditeurs de presse pour faire des... Et du coup, il y avait une dimension éditoriale aussi. Bon, alors sur Star Academy, c'est limité, mais par exemple, moi, je me suis bien éclatée dans Ushuaïa, on bossait avec Nicolas Hulot d'ailleurs. C'était super intéressant. C'était sympa. Génial. Voilà. Et tu commençais déjà pour le coup à démarcher, et parce qu'on le voit après, on le voit après dans ton parcours, le fait d'aller chercher des gens et puis ce côté créatif aussi, comme tu disais. Ouais, il y a quand même une dimension, faut l'imaginer, même si moi j'étais hyper jeune à l'époque, donc j'étais exécutante, mais c'est vrai que c'était des projets très sympas à gérer, quoi. Ouais, c'était sympa. Canon. Et donc après 4 ans, plus ou moins, tu passes à l'Orchestre de Paris. Ouais, alors entre les deux, complètement. Si, c'est exactement ça. Mais entre les deux, j'ai fait 1 an d'année sabbatique. Ok. Je sais pas si ça se voit dans mon CV, mais. Non. Enfin si, j'aurais dû regarder en fonction des dates. En fait, j'ai fait un voyage. J'ai fait le tour de l'Amérique latine pendant 1 an. Génial. Sac à dos. Ok. Voilà. Et ça a été hyper inspirant. Non, avec avec mon futur mari. D'accord. Ah, bravo. Voilà. Donc voilà, c'était une expérience sympa. 1 an. Le pied, quoi. Ouais, ça c'était. Bon, c'est vrai que j'ai fait des études assez vite et tout. Je suis rentrée vite dans le monde du travail. Au bout de 4 ans, en fait, j'ai démissionné de TF1 et je suis partie. Ouais, c'était un peu l'aventure. Hein. C'est clair que j'avais jamais fait ça. Moi, j'avais toujours suivi des rails un peu. Mais c'était une super expérience. Et en rentrant, donc c'est là que je me suis dit, en fait, moi, je veux vraiment bosser dans la culture et TF1, ce n'est pas la culture. C'est pas que ça, quoi. Enfin, c'est pas que ça, en tout cas. Avec tout le respect que j'ai, c'est une grande chaîne française. Voilà. Et sur l'année, pour le coup, je reviens sur ton année sabbatique.
vous avez un projet particulier en tête ou l'idée c'est vraiment de découvrir, ou parce que parfois tu sais, qui partent avec un projet sur l'écologie, j'en sais rien, tu vois, pour découvrir ou une façon de... Si, j'avais un fil rouge qui était... Alors, me demande pas pourquoi j'étais partie sur ce truc-là, je sais pas, mais effectivement, je m'étais dit ce serait cool d'avoir une raison pour aller à la rencontre des gens localement. Ouais. Et du coup, là, c'était de collecter des contes traditionnels locaux. Voilà, d'essayer de rencontrer des gens sur place. Bon, je connaissais rien au conte, donc je m'étais un peu documentée avant de partir, mais je me disais, ça va être un prétexte pour aller essayer de rencontrer des gens. Et effectivement, ça a été un peu, mais c'était vachement dur en fait de briser la glace parce que bon, on avait beau être sac à dos, on était quand même en contact avec des gens qui étaient plutôt du monde du tourisme, même quand on est dans des auberges de jeunesse, ça reste. Donc bon, mais quand même, on a rencontré quelques personnes qui étaient des conteurs et tout ça, donc. Voilà, il y a un petit fil rouge, quoi. Ouais, puis ça me fait penser à l'art, mais là-bas, en termes de couleurs, il y a quand même des choses assez sympas, en termes de... Enfin, j'y suis jamais allé, j'ai pas... Ça fait partie des voyages à faire, mais des paysages et les maisons, voilà ça a l'air... C'est ça, ouais. Non, mais c'était une expérience incroyable, nature, aventure. Ouais, c'était chouette. Puis plein de belles rencontres aussi. Alors, beaucoup d'étrangers, finalement, qui voyageaient comme nous, c'était le monde des travelers. Mais aussi, les locaux, c'est plus difficile parce que c'est des pays quand même peu développés, donc on a difficilement accès à la population locale, réelle population locale, mais voilà. Ok. Et donc en rentrant, comme tu dis, tu cherches quelque chose qui fait sens pour toi, et donc l'Orchestre de Paris. Ouais. Alors donc, pardon, en tant que responsable mécénaire et après tu t'occupes aussi des relations entreprises. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que là, c'est bon, tu commences à mettre un pied dedans et c'est génial. C'est un mix de quand même, j'avais passé 9 mois à réfléchir à ce que je voulais faire de ma vie après. Et du coup, c'était partir dans la culture et je savais que j'avais un profil commercial. Et déjà, je me disais, tiens, c'était un peu les débuts du mécénat et je me disais, ça concilie aller chercher des mécènes, donc il y a une dimension un peu commerciale et travailler pour une organisation culturelle. Peut-être que ça peut être un truc. Et en fait, en rentrant, j'ai cherché dans pas mal de domaines. Et je suis tombée, alors c'est fou, c'est une annonce dans Télérama, quoi. Voilà. Donc je me dis j'envoie, j'ai aucune chance, j'ai aucun parcours dans la musique classique et tout. Donc peu de chance et puis entretien et puis re-entretien, etc. Et en fait j'ai eu le poste, quoi. Donc ça c'était super, c'est génial parce que alors c'est vrai que aujourd'hui je bosse dans l'art pictural, mais j'adore aussi la musique et la musique classique et donc j'ai créé ce poste à l'Orchestre de Paris, qui est donc l'orchestre symphonique qui est principal de la ville de Paris. Enfin, à Paris. Ok, ça marche. Et donc c'est vraiment toi qui as créé la structure mécénat pour le coup pour l'orchestre. Voilà, ouais. L'idée c'était quoi? Comme tu dis, c'était au début, donc c'est-à-dire qu'il y avait un problème, l'orchestre avait pas assez d'argent, fallait chercher des financements. Comment ça... Quelle est la problématique pour devoir créer ce poste, en fait? C'est vrai qu'en France, le financement de la culture, c'est essentiellement l'État et les collectivités. En l'occurrence, là, c'était le ministère de la Culture et la ville de Paris. Mais c'est vrai qu'il y avait toujours des coupes budgétaires, etc. Et donc, le mécénat, qui est la première source de financement dans beaucoup de pays, aux États-Unis, tout est financé comme ça. Mais en France, ça commençait, il y a eu une loi mécénat en 2005, je crois, et moi, j'ai été recrutée en 2006. Donc, ah oui. Il y a quelques temps, mais voilà. Et donc, effectivement, c'était une opportunité parce qu'il y avait ces avantages fiscaux qui venaient d'être votés pour les entreprises et tout ça. Et on a lancé un peu donc des offres. Je suis partie avec mon bâton de pèlerin. Et en fait, c'est vrai que l'orchestre c'était à la salle Pleyel, à Paris, qui est une très belle salle, très reconnue. Donc on n'a pas eu trop de mal parce que c'était quand même une institution reconnue, mais il fallait faire rentrer le mécénat culturel dans les mœurs des entreprises. Donc ça, c'était tout un challenge quand même, mais c'était passionnant parce qu'après on a eu des très beaux mécènes, fallait imaginer des projets avec eux. C'était sympa. Et Philharmonie aussi. Parce qu'après ça s'est déplacé, c'est ça? Maintenant ils sont à la Philharmonie. Voilà. Qui est aussi un endroit magnifique. C'est génial. Ouais. Et puis du coup j'étais au concert tous les soirs. C'est cool. J'adore la musique classique. Ok. J'ai reçu Sébastien Guèze, ténor. D'accord, très bien. Aussi. Donc il y a 2 semaines, voilà. Super. Donc, voilà. Donc aussi en ce moment je l'ai dans la tête, je l'écoute de temps en temps. C'est super. Canon. Et après donc en 2009 aussi tu changes de poste pour passer à la Cité internationale universitaire de Paris. Ouais, tout à fait. En tant que directrice du mécénat et relations alumni. Pourquoi tu changes?
il se trouve que c'était à l'occasion d'un congé maternité, parce que j'ai 2 enfants, donc c'était au retour de mon 2e congé maternité, où j'avais un peu envie de changement, voilà, comme ça peut arriver parfois dans ces périodes-là. Et en fait, je sais plus comment ça s'est fait. Ouais, j'ai dû voir quand même une annonce aussi, ou entendre parler du poste, et c'était un poste où le mécénat avait beaucoup plus d'importance dans l'institution, parce que on faisait partie du comité de direction. Il y avait une campagne de 15 millions d'euros de fundraising à lancer, donc c'était une échelle beaucoup plus grande. Une dimension aussi culturelle, parce que la CTU, comme on l'appelle à Paris, c'est un lieu qui est pas forcément très connu des non-parisiens, mais qui est un lieu exceptionnel de 37 hectares, avec des 40 maisons qui ont été construites sur une architecture, enfin chaque maison représente un pays. Et donc il y a des architectures, enfin il y a des architectes de renom, il y a 2 maisons Le Corbusier, il y a des, enfin c'est magnifique, vraiment, et c'est un parc incroyable aux portes de Paris, c'est au sud du 14e. Et donc il y avait surtout le patrimoine architectural à rénover, donc c'est pour ça qu'il y avait une grosse campagne. Cool. Donc c'était très intéressant, voilà. C'était une chouette aventure aussi. Voilà. J'imagine. Après en 2012, tu passes à la fondation Alpha Omega. C'est ça, en tant que directrice du développement. Là aussi, est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que c'était? En fait, et là, là pour le coup, j'ai été débauchée par un chasseur de tête. Ah, ça c'est cool. Ça fait plaisir quand même. Oui, bon voilà, j'ai cédé aux sirènes. C'était pareil un projet qui se montait d'une fondation. Alors là, c'était plus dans le domaine de la solidarité. Et ils cherchaient un expert du mécénat que j'étais devenue à force. Et je me suis dit, ça peut être sympa de l'appliquer à un autre domaine que la culture. C'était une fondation qui soutenait la jeunesse défavorisée, qui venait de se créer. Il fallait aller lever des fonds auprès de personnalités riches. Donc voilà, je suis allée. Alors ça a pas été une expérience aussi enthousiasmante que ce que j'aurais pensé, parce que en fait c'est compliqué. La fondation était vraiment trop jeune, je pense. Elle avait pas encore beaucoup de projets, ce qui fait que quand je proposais des initiatives, il y avait pas mal de freins du fondateur, parce qu'il n'était pas encore vraiment prêt à se lancer. Ce qui fait que moi je rongeais un peu mon frein. Je suis quand même quelqu'un qui aime bien agir, bouger, etc. Et donc voilà, c'était hyper bien payé, donc c'était cool, mais au bout d'un moment il n'y a pas que ça, quoi. Voilà, loin de là même. J'ai fait que des choix en général pas guidés par ça, donc là je suis partie. Voilà. Ça marche. Et après t'es partie, parce que t'es pas resté longtemps au final. Non, je suis restée moins d'1 an en fait. Ah ouais, c'est ça. Parce qu'après tu passes, et là c'est là que c'est rigolo, et je trouve ça aussi hyper intéressant, c'est que tu passes à la BGE. Oui. Et en tant que déléguée générale adjointe. Et donc la BGE, c'est le premier réseau indépendant d'aide à la création d'entreprises en France. Et donc là on a la partie encore plus entrepreneuriale qui arrive. Ça c'est vrai que pendant les quelques mois où je me suis entre guillemets un peu ennuyée dans la fondation, là en fait le fondateur c'était quand même un entrepreneur qui m'a assez inspiré dans son parcours. Et j'ai pris le temps aussi de réfléchir. Et je me suis rendu compte que le fil rouge, les postes de mécénat que j'avais fait, j'avais créé le poste. Et en fait, le fil rouge, un peu tout ça, c'est que j'aimais créer un projet de zéro. C'est là que je me suis dit, mais en fait, moi, ce que j'aime, c'est entreprendre. Et du coup, j'ai été attirée par cette thématique de l'entrepreneuriat. Alors donc, tu vois que je n'ai pas tout de suite sauté le pas pour créer ma boîte. Doucement, doucement, je mets un pied dans un réseau d'aide à la création d'entreprise. Qui était aussi une expérience assez intéressante, très intéressante même, associative. C'est un réseau assez méconnu en fait, BGE, mais qui est le plus gros en France. De par, il y a plus de 400 structures dans tout le territoire, et des conseillers qui sont salariés, qui accompagnent. C'est beaucoup des programmes qui sont dans des cursus, notamment Pôle Emploi. En fait, quand Pôle Emploi finance des programmes d'aide à la création d'entreprises, c'est BGE qui les réalise en fait. Voilà. Ils font aussi des programmes pour les métropoles, pour les régions, d'accompagnement. Top. Donc, parce que j'ai vu, ils accompagnent à peu près 17 000 entreprises par an à la création, à la reprise, c'est ça? Voilà. Alors c'est vraiment de la TPE, c'est des commerces, des
Voilà, mais c'est le gros de l'entrepreneuriat en France, hein, finalement. Donc voilà. Puis non, il y avait quand même une dimension sociale parce que, par exemple, ils soutenaient les créateurs d'entreprises victimes de handicap. Okay. Il y a des programmes pour les femmes aussi. Ouais, ça on y reviendra parce que c'est une thématique, je crois. Non pas que je mette les femmes et les handicapés dans le même sac, loin de là. Attention. Mais non. Voilà. Ok. Donc là, mais ce qui est génial, c'est que tu croises plein de monde et tu baignes dans l'entrepreneuriat. Là, c'est le milieu de l'entrepreneuriat. Et en fait, alors ça a vraiment été un déclencheur parce que pour le coup, je voyais des tas de gens qui avaient pas forcément de diplôme, qui avaient pas vraiment toutes les chances de leur côté au départ et qui osaient se lancer. Et à un moment donné, je me suis dit, mais attends... Merde, quand même, je peux y aller. Mais ça, c'est un truc, d'ailleurs, que j'ai souvent dit, parce que rétrospectivement, moi, je me suis mis des barrières avant de me lancer en pensant que j'avais pas forcément le tempérament entrepreneurial, que c'était pas le bon moment, etc. Bon, j'ai peut-être perdu un peu de temps et repoussé de quelques années. Et c'est un conseil aussi que je donne souvent à des gens qui ont envie d'entreprendre et qui osent pas le faire, c'est de pas trop s'auto-censurer, quoi. Parce qu'en fait, il y a pas qu'un seul archétype d'entrepreneur, il y a pas qu'une seule manière d'entreprendre, il y a pas qu'un moment dans sa vie où on peut entreprendre, il y a plein de moments, tous les moments en fait sont possibles. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil à ça parce que moi je regrette de pas l'avoir fait plus tôt, mais bon, c'est au final c'est la vie, c'est comme ça, et tu l'as très bien fait par la suite donc voilà. OK, donc après on arrive tranquillement sur Casoar. Ouais. Comment t'as eu l'idée, quel a été le déclic pour te dire OK, go for it quoi. Oui. Je crois qu'il y a un petit truc avec l'Australie, non? Ah oui, c'est vrai, ça a été... En fait, ça me travaillait effectivement pendant le temps où j'étais à BGE, tu vois, et où j'ai passé 2 ans. Et effectivement, je me disais, j'aimerais bien entreprendre dans un secteur... En fait, je vais me créer mon dream job, quoi. Ok, ouais. Ça sert à ça d'entreprendre. C'est le but. Autant bosser dans un secteur qui me plaît, découvrir des choses nouvelles. Moi, j'aime toujours découvrir des choses nouvelles. Donc c'est vrai que par rapport à d'autres qui peut-être ont la démarche assez pertinente, par ailleurs, d'entreprendre dans un domaine où ils ont déjà travaillé. Moi, je suis partie dans un domaine où j'avais jamais travaillé. C'est beaucoup plus fun. Mais bon, en même temps, j'avais cette culture familiale de l'art, mais donc, c'est vrai que j'avais pas bossé dans le marché de l'art, ce qui, certaines personnes m'ont reproché au moment du lancement. Enfin, j'avais lu aussi ça. Ouais, voilà, donc, et j'avais jamais monté de marketplace, j'avais jamais monté de start-up, bon, mais ça, à la limite, c'était justement un challenge aussi. Mais, du coup, j'avais beaucoup de choses à découvrir, quoi. Bon, après, j'avais monté des projets web, j'avais fait des sites web, enfin, je savais faire de la com, je savais faire ce côté online, oui, j'étais quand même, j'avais assez acculturé à ça, mais j'avais jamais fait de site marchand, quoi. Donc, c'est vrai que c'est une découverte. Ah, bah ouais. Donc voilà, mais en fait, l'idée qui est derrière tout ça, juste pour revenir à la motivation, c'était comment est-ce que je peux démocratiser l'achat d'art? Parce que moi, à un moment donné, j'avais voulu aussi acheter des œuvres, j'avais vu dans ma famille des gens le faire et bon, ils m'avaient pas non plus forcément donné toutes les ficelles et moi quand j'ai voulu m'y confronter, j'ai trouvé que c'était hyper compliqué de savoir où aller. Quand on entre dans une galerie, on se sent hyper intimidé, on connaît pas les prix, on sait pas comment se... Et je me disais, c'est quand même dommage, parce que par ailleurs, je connaissais plein d'artistes qui arrivaient pas à percer, donc des galeries où on se sent pas à l'aise, des artistes qui savent pas comment entrer dans les galeries et qui savent pas comment vendre. Je me disais, c'est vraiment un marché hyper élitiste. Il se passe quelque chose, il y a quelque chose à faire. Et très peu digitalisé aussi, donc ça faisait des challenges assez intéressants et un secteur qui m'intéressait, donc c'est ce qui a déclenché. Et oui, alors tu as mentionné l'Australie, parce que donc j'avais toutes ces réflexions et c'est vrai que j'ai fait un voyage en Australie avec ma famille pendant 1 mois et alors c'est en rentrant vraiment de ce voyage que je me suis dit faut y aller, quoi. Peut-être parce que c'est un pays de pionniers, c'est un peu comme les États-Unis, mais quelque part il y a beaucoup de gens sont arrivés en Australie, ont tout lâché pour y aller et se sont lancés dans des aventures. On en a rencontré quelques-uns là-bas, et en fait, moi, quand je voyais vivre les Australiens, je me disais, mais ils ont tellement raison, ils se mettent pas de barrières, ils foncent. On n'est pas comme ça, on n'est pas assez comme ça en France. Ouais, bah ça arrive, ça vient sûrement, mais c'est vrai que c'est encore un peu. En tout cas, moi, j'en étais un peu loin encore, et en rentrant, je me suis dit, mais il faut vraiment y aller, quoi. Et aussi le nom de Casoar, voilà, qui vient de ce voyage, puisque
À la base, le Casoar, on me demande très souvent pourquoi ce nom. T'anticipes ma question, hein, mais tu te doutais. C'est ça, oui. Alors, je te dis que je faisais... je faisais les questions. C'est très bien. Non, mais oui, donc effectivement, le nom de Casoar vient d'un oiseau d'Australie qui s'appelle le Casoar, qui est une espèce de grande autruche. En fait, c'est que c'est un oiseau rare, quoi. Ouais. Et du coup, c'était l'idée de dénicher des oiseaux rares qui sont nos artistes qu'on veut faire connaître. Voilà. C'est beau. N'est-ce pas? Et tu parlais tu connaissais déjà des artistes? Comment tu les connaissais? C'est par des rencontres, parce que tu t'intéressais à ça, parce que pour commencer, comme tu disais, t'étais novice quand même sur le secteur. Ouais. Comment t'as fait pour justement, et après on parlera aussi de tout cet aspect, j'ai perdu le mot, mais on en parle souvent, de légitimité sur le secteur. Parce que je pense que ça, quand on se arrive justement sur un secteur, comme tu disais, moi, ça a l'air assez fermé à la base. J'imagine vraiment que des galeries d'art et même pas site internet avec des personnes plutôt âgées. Oui. Enfin, voilà, c'est l'image qu'on peut en avoir. Comment t'as cette partie légitimité? Ouais, c'est vrai. C'est une question intéressante. Alors, attends, le début de la question, c'était... Le début de la question, c'était les artistes. Comment tu connais les artistes? Voilà. Effectivement, j'avais quelques artistes dans mon réseau qui m'ont orienté vers d'autres artistes. Je les ai rencontrés déjà pour les écouter, pour entendre quels sont vos pain points, c'est quoi les aspects qui vous bloquent aujourd'hui et où un site internet pourrait vous aider. Et puis, évidemment, côté acheteur aussi, mais ça, je les connaissais plus puisque je les vivais plus moi-même. Et donc, en tout cas, pour faire le premier catalogue de Casoar, on a lancé donc en mars 2015, ça fait 5 ans maintenant, avec 50 artistes. Donc voilà, ça a été mon premier cercle et leur connaissance, voilà, sachant qu'il y avait vraiment une sélection comme aujourd'hui toujours artistique, donc on n'a pas pris tous ceux qui demandaient à venir. Okay. Mais c'est vrai que il y a pas mal d'artistes que j'ai contactés et qui, même s'il y avait un lien relationnel et tout, ne croyaient pas au web à cette époque-là. Alors d'abord, ils pensaient que ça ne marchait pas, qu'on pouvait pas acheter une œuvre sans l'avoir vue en vrai. Une certaine réticence, une peur de se griller aussi, soi-disant les artistes qui sont sur internet, c'est les mauvais artistes, ceux qui n'arrivent pas à se faire connaître ailleurs. La mentalité a complètement changé aujourd'hui. Donc ça, c'est heureusement, et j'espère qu'on y a contribué. Mais voilà, il faut voir qu'en 2015, je me souviens avoir fait un salon où je me présentais avec mes petites cartes. Bonjour. Je me disais qu'ils allaient être contents de m'accueillir et en fait, je me suis fait envoyer balader par plein d'artistes, mais vous êtes qui? Ça marche pas. J'ai déjà essayé de vendre en ligne, ça ne marche pas. Bon courage pour votre projet, mais à mon avis, ça va pas marcher. Ouais, c'était un peu. C'est dur. Ouais. Oui, mais bon. En fait, moi, j'avais quand même vu des exemples dans les pays anglo-saxons qui fonctionnaient bien. Donc ça, moi, j'avais la foi parce que j'avais vu que ça marchait ailleurs et je me disais ça ne peut pas ne pas arriver en France. Donc ça avait un côté quand même rassurant. Voilà. Carrément. Est-ce que t'as légitimité alors? Légitimité. Alors c'est vrai en plus que c'est un milieu, comme tu dis, très élitiste, y compris dans les professionnels qui se cooptent entre eux, qui se reconnaissent entre eux, qui sont critiques d'art, qui sont. Et donc moi j'étais pas du tout du sérail et j'avais pas de légitimité comme tu dis, mais quelque part on en a joué aussi, j'en ai joué aussi en disant mais très bien. Enfin c'est un peu toute proportion gardée quand Amazon fait un peu la nique aux galeries, aux librairies. Merci. Librairie, voilà. Amazon, il y a quand même. Amazon, oui, il y a beaucoup de choses. Non, mais à la base, Amazon des livres, qui dit, nous, on va disrupter ce marché un peu. Voilà, moi, je me disais, oui, mais les galeries, moi, je trouve qu'aujourd'hui, elles ont pas une bonne approche, et on va essayer de disrupter ce marché en ayant. Et du coup, oui, on va pas leur faire plaisir, évidemment. Donc, et donc, finalement, je me suis un peu, j'ai un peu tourné le dos aussi. Mais ils m'ont tourné le dos aussi, j'allais dire. Donc voilà, on s'est un peu mis en... de toute façon, on est des concurrents directs des galeries aujourd'hui, ils nous aiment pas du tout. Et c'est vrai que sur le catalogue d'artistes, je vais dire que c'est la guéguerre, mais... Enfin voilà, en tout cas il y a un vrai enjeu parce que c'est des questions d'exclusivité. Est-ce qu'un artiste doit rester exclusif? Alors nous en ligne il n'y a pas d'exclusivité. Finalement nous on est assez ouverts sur ce point-là. De toute façon c'est très difficile à vérifier. Mais les galeries physiques le plus souvent, et je le comprends,
elle demande une exclusivité parce qu'elle dépend de quelques artistes, et elle veut être sûre d'en avoir l'exclusivité. Parce que c'est vrai que les galeries qu'on peut voir, elles font pas non plus 400 mètres carrés. Et, voilà, donc les quelques artistes pour lesquels elle se donne à fond. Non, mais je le comprends, hein, donc... Voilà, puis après, non, mais c'est un métier que moi je trouve très admirable parce qu'ils défendent l'art aussi. C'est une autre manière de faire le métier finalement. Mais effectivement, on s'est fait un peu forcément critiquer aussi parce qu'on avait une démarche, on voulait référencer beaucoup d'artistes, on voulait faire les choses en grand, et du coup certains disaient qu'on n'avait pas assez d'exigences artistiques, qu'on voulait faire un peu le supermarché de l'art, blablabla, donc une démarche trop commerciale parce qu'on avait par exemple un bon de réduction de 15 € sur sa première commande. On avait des outils un peu marketing et commerciaux qui peuvent heurter dans le domaine de l'art parce que ce n'est pas un bien comme les autres, ce que je trouve aussi, hein, mais voilà. Donc il a fallu se faire accepter sur ça. C'est vrai. Et sur les justement le choix des artistes. Alors ça donc c'est bien avant, mais maintenant aujourd'hui comment ça se passe? Parce qu'au début t'étais toute seule. Enfin peut-être pas. Non, justement. En fait, ça c'est un point sur lequel moi j'ai des goûts. Mais justement, alors là c'est vraiment un point sur lequel j'étais assez humble dans le sens où certes j'ai des goûts et j'ai toujours voulu quand même participer au choix, bien sûr parce que c'est un truc qui me plaît. Mais j'étais consciente que j'avais pas forcément un œil encore très affûté, que j'avais pas toutes les connexions et du coup j'avais créé un comité d'experts de sélection en fait. Donc avec un artiste, un collectionneur, une galeriste, un prof en école d'art, voilà. Donc et au début, je me suis beaucoup appuyée. Oui, donc c'est vrai que je les ai pas mentionnés, mais ils m'ont amené pas mal d'artistes aussi au début. Donc et tout le début, alors ça alourdissait le process fortement. Mais à la fois eux me recommandaient des artistes et quand moi j'avais des candidatures, je les sondais pour avoir leur avis. Voilà. Donc et c'est aussi quelque chose qu'après on faisait valoir en disant ce sont que des artistes validés par un comité d'experts du monde de l'art. Et encore aujourd'hui, même si le comité il est plus interne aujourd'hui, on met en avant ça parce que c'est important aussi la crédibilité de la sélection. Ok, parfait. Donc comme tu disais, ça fait 5 ans. Vous avez en 2016 lancé une première levée de fonds. Aussi de 300 000 €. Pourquoi faire une levée de fonds et surtout comment ça s'est passé parce que je crois que c'est une étape qui est quand même assez importante, un peu stressante aussi, j'imagine. Donc si tu peux nous en parler. Alors déjà en fait c'est vrai que moi j'ai inscrit tout de suite Casoar dans un écosystème start-up complètement. C'est un milieu qui m'attirait, c'est une manière de travailler, enfin toutes les méthodes agiles, et puis un système de financement aussi par levée de fonds que je trouvais intéressant. Sachant que vous avez été incubé par les premières au départ. Enfin Paris première, ça a peut-être Paris, changé de nom, mais ça s'appelle Vouila maintenant, mais exactement, on était incubé là-bas. Et donc j'étais aussi dans la mouvance forcément, donc on participe à des sessions de pitch, on rencontre des investisseurs, donc ça donne des opportunités aussi. Et du coup, c'est effectivement suite à des séances comme ça, au cours de la première année du développement de Casoar, parce qu'au début, sur le lancement de Casoar, ça a été financé assez peu de fonds propres. J'ai investi 20 000 € dans la boîte. Et après, ça a été du prêt d'honneur, du prêt bancaire, BPI, tout de suite des financements un peu institutionnels. Et après, c'est vrai qu'au bout d'1 an, il y avait l'envie quand même de recruter, de croître un peu plus vite, et forcément, ça voulait dire plus de moyens, quoi. D'où la levée de fonds et ça a été quand même assez. Enfin, le projet plaisait, mais il fallait quand même convaincre sur pas mal d'aspects. Donc, j'ai eu des business angels qui ont cru au projet et ça c'est super. C'est vraiment des gens qui sont encore aujourd'hui au capital et membres du board en fait de Casoar. Donc c'est des gens qui sont là dès le début. Cool. Et voilà, donc ça a été... Mais c'est vrai que c'était assez stressant, parce que jusqu'à la fin, j'étais pas sûre du montant, j'étais pas sûre que tout le monde viendrait, puis j'avais jamais fait ça, quoi, donc... c'était un peu différent d'aller chercher du mécénat et faire une levée de fonds. Voilà, néanmoins, ça m'a quand même aidé d'avoir fait ce fundraising à but non lucratif avant. C'est clair.
Canon. Ouais. Et vous en avez fait une deuxième en 2017. Ouais. Un peu plus importante. Ouais, voilà. En fait, oui, c'est ça. Décembre 2017. Ouais. Voilà. 3 fois plus importante. Oui. Ouais, c'était la vraie levée de fonds là pour le coup, Ouais. parce qu'après ça nous a permis vraiment de recruter, d'accélérer. Okay. Là, cette fois auprès de donc Emera. Oui, où nous sommes d'ailleurs. Et on en parlera aussi parce qu'il y a des les tableaux d'Emera, c'est Casoar en ce moment. Complètement. Tu nous parleras de l'artiste actuel que je trouve très sympa. Ouais. Voilà. Mais donc sur la deuxième levée de fonds. Ouais, donc là on a été d'ailleurs pas mal accompagné par Emera qui est donc l'accélérateur bordelais qui nous accélère. Ouais. Et donc qui a investi dans Casoar, et puis du coup il y a eu aussi Expanso Capital qui est filiale de la Caisse d'épargne. Okay. Sud-Ouest, et puis après à nouveau des business angels, un family office aussi. Okay. Donc voilà, un tour de table. C'est des gens qui sont dans le secteur de l'art ou alors non, Emera, pas du tout. Mais les autres, non, c'est vraiment pas du tout. Donc c'est pour okay. Sur le côté marketplace, et ils croient voilà, ils croient au. Donc moi j'ai beaucoup travaillé l'argumentaire effectivement, mais qui est réel, qu'il y a un vrai business et une vraie rentabilité hyper intéressante. Quoi. Un très gros business parce que je sais plus, mais le CA est multiplié par 3 chaque année. Alors cette année, je sais pas ce que ça a donné, mais en tout cas sur les premières années, maintenant oui, c'est ça. Mais là on fait x2 encore chaque année. Voilà. Ce qui est quand même très correct. Tout à fait. Voilà. Non, on est super contents. C'est des belles croissances. Ouais, c'est canon. Ouais. Parce que même le marché, j'ai vu, je sais plus, c'est la croissance du marché de l'art en ligne. C'est à peu près 15% par an, donc on croît beaucoup plus vite que la taille du marché. Ouais. Oui, donc mais c'est vrai que c'est un marché qui se développe beaucoup aussi. Et là-dessus, nous, on investit pour faire encore plus de croissance. Et puis, voilà, c'est un ensemble de choses. Notre croissance, on vend des œuvres de plus en plus chères, on a de plus en plus de clients. Okay. On reviendra peut-être sur ça, mais voilà, on s'adresse aussi aux entreprises de plus en plus. J'ai vu ça, ce qui permet d'avoir des. Ouais, il y a des fiscs, et puis nous, ça nous permet de faire des ventes à des montants quand même beaucoup plus élevés. Ok. Et avoir une certaine récurrence aussi, ce qui est super intéressant. Ce qui peut être utile. C'est sympathique. Voilà. Ok. Oui, parce qu'au départ, tu disais vraiment l'idée, c'est comme de démocratiser l'art et l'œuvre d'art. Ouais. Et donc au départ, vous étiez sur des montants qui étaient quand même assez, on va dire, abordables, mais complètement. En fait, une des sources de notre croissance, c'est la hausse de ce qu'on appelle le panier moyen, donc l'achat moyen sur le site. Les 2 premières années, on était autour de 300 €, ce qui est très peu pour une œuvre d'art. Mais il y a eu aussi une évolution des mentalités. Je pense qu'en 2015, 2016, acheter une œuvre d'art en ligne, il y avait encore des réticences. On voulait pas mettre 100 000 € sur une œuvre d'art. On était une entreprise jeune, avec peu de track record, donc faire confiance comme ça à un acteur inconnu. Aujourd'hui, on a une notoriété quand même dans le milieu de l'art, et les gens sont plus prêts à sauter le pas. Il y a une maturité de l'achat en ligne plus forte. Et il y a une pratique de l'achat d'art en ligne aussi qui s'est développée, et puis on a fidélisé des clients qui reviennent, qui rachètent plus cher. Donc aujourd'hui, on a un panier moyen de 1 000 €. Okay. Voilà, donc c'est c'est cool. C'est bien. Et sachant qu'en ce moment là, vous avez 4 à 5 nouveaux artistes par semaine. Ouais. Et donc il y a combien d'artistes là sur le... Alors aujourd'hui, on a pas loin de 1000. Ok. Essentiellement des Français, mais aussi quelques artistes de pays autour. Et c'est vrai que l'équipe est petite, on est une dizaine, et donc c'est vrai que pour gérer 1000 artistes, c'est assez sportif. Surtout c'est des artistes, quoi. Oui, voilà. Donc en plus on a envie de bien faire notre travail, etc. Donc on réfléchit un petit peu à l'avenir, à comment on va maintenir ça, ou a priori on aimerait un petit peu plus resserrer notre sélection pour passer un peu plus de temps avec les artistes, mieux les accompagner, parce que ça a toujours été une volonté, c'est d'être aussi un tremplin pour un peu un incubateur d'artistes quelque part. On les accompagne aussi, ils ont aucune notion pour la plupart de la visibilité web, de comment, parce qu'en fait ils ont un compte sur Casoar, ils doivent écrire leur bio, mettre leurs œuvres, fixer le prix, et nous on valide. Mais on valide, on valide pas passivement, c'est-à-dire qu'on relit tout et on les conseille sur comment le faire bien. Comment formuler, pour que ça vende bien et que ça donne envie.
Donc ça prend un peu de temps. Et donc si on veut, en fait voilà, on voudrait avoir peut-être un petit peu moins d'artistes, mais pouvoir passer beaucoup de temps avec eux. Cool. Voilà, mais ça va se faire petit à petit. Donc voilà. Ok. Et ouais, sur les artistes, tu disais justement, il y en a. Est-ce que vous prenez que des artistes qui sont pas connus ou pas forcément, ou justement vous en prenez aussi des connus parce que, et je pense que je te demanderai après si tu as une ou deux histoires à nous raconter d'artistes qui ont vraiment grandi avec la plateforme aussi, ça peut être intéressant. Est-ce que c'est le côté incubateur d'artistes, vous revendiquez que ça entre guillemets, ou vous prenez aussi des artistes hyper connus parce que il en faut pour tout le monde quoi. Donc en fait on a un peu les deux. Mais ça a pas mal évolué aussi parce que comme je te disais, il y a 5 ans, c'était impossible de convaincre un artiste de renom. Encore aujourd'hui, c'est vrai que les artistes jurent surtout par les galeries physiques avec des noms réputés. Donc il y a toute une coterie un petit peu et c'est pas encore toujours facile de convaincre des artistes vraiment très connus de venir sur Casoar. En revanche, on convainc des artistes de plus en plus reconnus. Ça c'est clair. Donc c'est ça qui est super encourageant parce que quand en fait il suffit d'en avoir. Il suffit. Quand on a commencé à en avoir quelques-uns dont on a gagné la confiance parce que c'est des histoires de rencontres et à un moment donné ça accroche. Donc on commence à vendre leurs œuvres. Ils voient que ça marche bien, ils sont contents, ils trouvent qu'on fait du bon boulot et du coup d'autres voient que tel artiste est présent, donc il se dit si un tel est là, ça veut dire que moi je peux accepter, c'est pas trop c'est ça. Donc ça fonctionne vraiment comme ça en fait, donc c'est un peu boule de neige. Donc oui, on aimerait avoir quand même parce que ça tire forcément aussi la notoriété et ça donne envie aux plus émergents de nous rejoindre aussi. Donc ça tire tout vers le haut quelque part. Donc c'est important d'avoir quand même des têtes d'affiche, mais c'est aussi important d'avoir des artistes sur lesquels on parie. C'est même plutôt ça notre modèle. On les détecte, nous on croit en eux. Ils ont pas encore certains ont jamais fait de vente donc ils sont vraiment très très novices. D'autres sont plus expérimentés. Mais pas encore ne font pas beaucoup de ventes et en fait on leur apporte vraiment la visibilité et on en a effectivement on va venir sur les success stories mais on a des artistes qui vendent plusieurs œuvres par semaine depuis longtemps donc ça c'est super pour eux parce que c'est une carrière qui explose mais il y a aussi l'économie d'un artiste ils ont pas la vie toujours très facile et on sait qu'on leur apporte des revenus aussi substantielle, donc c'est bien. Voilà. Et sur les plus belles avancées alors, quelques artistes donc on a par exemple un artiste qui s'appelle Antonin Anzil, qui que vraiment moi j'ai rencontré il y a vraiment au début de Casoar, donc il y a 4-5 ans, qui sortait des arts déco et qui avait jamais vraiment exposé, jamais été en galerie, qu'on a pris ses œuvres, c'est magnifique parce qu'il fait de la gravure en relief en fait sur des il fait ressortir la couche supérieure de papier en velin d'arche très très épais. Et du coup ça fait des reliefs magnifiques. Et donc c'est un travail très délicat, mais qui s'apprécie vraiment dans le détail, dans la minutie. Et au début il a mis des œuvres je me souviens 150 € sur le site. Aujourd'hui il les vend au moins 5 ou 7 fois plus cher. Et on l'a exposé aussi puisqu'on fait des expos régulièrement. Donc il a vraiment eu un parcours, je dirais, avec nous d'initiation. Et en fait, il y a une galerie, il travaille même maintenant avec plusieurs galeries. Il a exposé à Art Paris, qui est c'est le plus gros salon d'art contemporain en France après la FIAC. Et je sais qu'il expose aussi avec une galerie aux États-Unis. Donc il a vraiment éclos. Alors il se développe avec d'autres acteurs que nous, mais on l'a vraiment. C'est nous qui avons été les premiers, et il reste sur Casoar, ce qui est chouette. Parce que il reste fidèle à ses premiers. Donc après on a eu d'autres artistes qui ont vraiment bien percé aussi. Certains parfois du coup sont pris par des galeries qui leur demandent l'exclusivité. Donc soit ils arrivent à négocier, soit pendant un temps ils vont bosser avec cette galerie, puis éventuellement ils reviendront. Disons que nous on est assez ouverts sur ça parce qu'à un moment donné c'est des artistes
ils ont envie de vivre une aventure différente. Nous, on est ouvert, on a encore une fois, donc c'est leur choix. Et puis, voilà. On en a qui reviennent après. Okay. Donc. Et justement, comment, parce que tu parles de la FIAC et voilà, comment vous les sourcez ces artistes? Ouais. Parce que, après, j'imagine que des artistes qui sont à la FIAC, qui sont déjà un peu connus. Oui, non, c'est pas du tout notre lieu de sourcing. C'est pas un endroit où tu vas vraiment les sourcer, mais comment... Non, voilà, donc effectivement, on va les sourcer c'est beaucoup le web, en fait. Ouais. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes sont sur Instagram, donc on fait beaucoup les réseaux sociaux. On va mais on va chercher des artistes qui sont peu digitalisés aussi. Donc on va dans des salons, mais des salons différents de la FIAC, des salons où les artistes exposent en direct. Okay. Souvent, donc il y a aussi les portes ouvertes d'ateliers d'artistes, il y en a à Paris, des très reconnus comme dans le 19e, il y en a à Montreuil, il y en a donc voilà, ça c'est des choses qu'on faisait quand on était à Paris parce qu'on est à Bordeaux depuis 3 ans. Et puis à Bordeaux aussi, il y a des salons d'artistes, voilà donc et puis c'est du bouche à oreille aussi beaucoup maintenant, de la cooptation. Okay. Mais c'est vrai que alors ce que j'ai pas dit c'est qu'on croule sous les candidatures. Ah ouais. On a à peu près 100 candidatures par semaine. Donc oui, non, c'est... Ah oui, c'est pas mal. C'est un boulot, c'est un vrai boulot de regarder. Ah ouais. On en prend, alors, pour les artistes qui nous écoutent, on en prend très très peu. Ouais. Voilà. Puis tu faisais 4-5 par semaine. Oui. Donc, 100, et encore, il y en a au moins la moitié qu'on va chercher nous. Donc, voilà. Oui. Bon, après, c'est très inégal. Parfois, on va avoir des super candidatures, donc voilà. Okay. Et dans l'autre sens, nous, on va les chercher, et on aime bien faire ça parce qu'au moins, on sait ce dont on a besoin. On sait toute forme d'art n'est pas bonne à vendre sur Internet. On a appris ça aussi. Il y a de l'art qui passe mieux que d'autres. Comme quoi? Déjà, faut que les gens n'aient pas peur de les expédier. Donc, faut pas des choses trop grandes, trop fragiles. Typiquement des installations, des mobiles un peu tordus et tout ça. On voit moins ça passer par la poste. D'ailleurs, on travaille pas avec la poste, on travaille avec des transporteurs. J'imagine. C'est dommage que le transport coûte plus cher que l'œuvre en elle-même quand même. Mais des fois, c'est presque... voilà, mais donc... et après, il y a des choses qui passent mieux à l'écran que d'autres. Okay. Des choses relativement assez colorées passent mieux, par exemple, que des choses, par exemple, ton sur ton, dans des blancs, qui peuvent être magnifiques à l'œil nu, en vrai, mais qui passent moins bien à l'écran. Donc, il y a forcément un biais que nous, on connaît. Il y a aussi le goût de on fait des stats très régulièrement sur quels sont les types d'art les plus achetés, etc. Et donc, en fonction de ça, forcément, on va quand même essayer de référencer des artistes qui correspondent au goût de notre public. C'est mieux. Voilà. C'est bien d'en faire connaître, mais c'est bien aussi quand même. Voilà, c'est ça. Il faut aussi vendre. Non, mais c'est un savant équilibre entre une démarche de lancer des artistes dans lesquels on croit et pour une dimension purement artistique et faire que ça se vende. Ouais. Voilà. Ouais. Et alors il y a toujours des cas parce que donc aujourd'hui on a 30 000 œuvres, donc parfois on est surpris parfois de ce qui part de ce qui est vendu parce qu'on n'aurait pas parié dessus. Voilà, et donc il faut rester humble aussi par rapport à ses propres convictions parce que des fois on est surpris, soit des choses peut-être moi qui me plaisent un peu moins, mais du coup je ronge mes propres goûts pour voilà. Mais il faut savoir, dans l'art, de toute façon, tout est subjectif, c'est pas parce que, hein. Et inversement, des choses qui me plaisent énormément ne fonctionnent pas. Donc... c'est pas évident. Voilà. Trouver le juste milieu entre le côté subjectif. Exactement. Non, mais d'ailleurs, c'est une collégialité de goût, hein, donc, je veux dire, on est plusieurs, et puis il y a des critères autres que la subjectivité qui j'imagine. Et est-ce que vous les voyez les œuvres en vrai avant de les mettre sur le site ou non. Vous pouvez, j'imagine que ça paraît compliqué. Non, c'est impossible en fait. On peut pas aller voir tout le monde. Voilà, donc on fonctionne que par visuel à distance. Donc en fait, on les voit dans les mêmes conditions que ce que les verront les futurs acheteurs. Et donc la qualité des photos effectivement est décisive. Et c'est ce qui nous a amené parfois à refuser certains artistes parce que effectivement les photos, ils n'arrivaient pas à nous envoyer des photos de qualité. Mais ce qui est assez rare malgré tout parce que les artistes ont quand même une sensibilité à la qualité de l'image. C'est le rendu de leur œuvre, donc normalement ils y mettent du leur. Voilà, et puis souvent ils sont en lien avec des photographes de leur réseau, donc souvent les photos sont d'assez bonne qualité. Okay.
Et est-ce que toi, il y a une œuvre que tu gardes en tête et où t'as été, parce qu'en fait, pour le coup, en préparant l'interview, je me suis posé cette question, parce que moi, ça m'est arrivé devant Guernica, il y a, alors très longtemps, c'était au lycée, on avait fait un voyage là-bas, un voyage scolaire. Je suis resté devant un quart d'heure, devant le tableau, parce que j'en revenais pas, on l'avait étudié en cours et tout. Voilà, je me souviens, c'est ma prof d'espagnol qui m'a coupé dans ma réflexion génial. Et dans mon ébahissement devant l'œuvre. Je suis pas forcément un grand amateur d'art pour le coup, mais c'est vrai que là, ça m'avait subjugué, quoi. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé devant des œuvres? Est-ce que, je pense que un moment dont je me souviens vraiment qui m'a marqué, c'était à l'Orangerie à Paris où il y avait les nymphéas de Monet qui avaient été exposés, mais en fait ça prenait toute la pièce et on était complètement immergés dans les nymphéas. Bon, alors c'est peut-être banal parce que finalement c'est une grande œuvre très très connue, mais moi ça m'avait. Moi Guernica, on est. Oui, non, on est sur de la grande œuvre bien connue, mais j'ai un souvenir d'avoir été complètement. Et ça c'était il y a longtemps. Mais c'est un souvenir d'émotion artistique très fort. Et non, peut-être plus récemment, enfin c'était lors d'un voyage à New York où on était allé visiter le Met. C'était le Met. Non, là en l'occurrence c'était le Met. Oui, non mais là c'était le Met. Et en fait, non mais c'était fou parce qu'on était au milieu de tous les impressionnistes, il y avait personne dans les salles et j'avais un sentiment d'une orgie de grands chefs-d'œuvre. Pour nous tout seuls, quoi. Alors que bon, à Paris, quand il y a la moindre expo, c'est les crasades. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis gâtée d'un coup, là. Donc c'est un vrai plaisir aussi. Ah bah ouais, j'imagine. C'est canon. Vous avez aussi j'ai vu que vous avez un blog qui est très hyper sympa sur votre site. Et aussi un guide du collectionneur, on y reviendra. Mais je trouve ça sympa parce que sur le blog, vous mettez, c'est vraiment l'idée, c'est d'accompagner les amateurs d'art dans leur recherche, comment bien éclairer une œuvre d'art, comment son entretien, enfin voilà. Je trouve ça canon de faire ça aussi. C'est dès le début, tu t'es dit, on a aussi envie d'accompagner les gens. C'est on a toujours fait beaucoup de contenu. On est dans un domaine où il y a vraiment de la matière pour le faire, que ce soit des conseils pour acheter de l'art, des conseils pour s'occuper d'une œuvre d'art, des découvertes de l'histoire de l'art, du marché de l'art, il y a des artistes connus, etc. Donc il y a vraiment une matière sans fin. Et puis évidemment interview de nos artistes. Et du coup, on a toujours fait pas mal de contenu. Il y avait aussi un intérêt marketing là-dedans, qui était d'avoir du contenu, donc bon pour le référencement naturel, où on est historiquement très très bon chez Casoar, parce que au début on n'avait pas forcément énormément de moyens, donc on a travaillé le contenu et on est remonté sur Google, et aujourd'hui on le travaille de manière encore plus pro et plus structurée avec une agence et tout, mais c'est vrai que à la base le blog a fait qu'on a été très référencé, très bien référencé, et aujourd'hui notre site, la moitié de l'audience de notre site c'est le blog. Énorme. Voilà. Ah oui, ça a quand même son intérêt. Oui, c'est clair. Et donc, effectivement, l'idée, en fait, on est dans un secteur où, on peut pas envoyer des newsletters en envoyant acheter. Je veux dire, on peut pas gaver les gens d'art comme ça. C'est un domaine dans lequel ils ont envie d'avoir de l'info, ils ont de la curiosité, et ils ont besoin de nous connaître aussi avant de sauter le pas. Donc les familiariser avec du contenu et petit à petit les amener vers des aspects un peu plus éventuellement commerciaux. C'est un peu la démarche. Et donc on a pas mal de scénarios après là c'est la cuisine interne marketing, mais on a des scénarios quand ils s'abonnent à notre newsletter, on commence par beaucoup de contenu, puis petit à petit on va aller un peu plus vers du commercial. Une bonne technique. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu pourrais dire à des amateurs d'art ou alors ceux qui s'y intéressent pas forcément, qui se disent justement que c'est inaccessible. Là c'est un peu peut-être le pitch de Casoar que je te demande, je sais pas, mais qu'est-ce que tu aurais à leur dire, pour s'intéresser à l'art, je sais pas, parce que même moi je trouve ça hyper intéressant, mais alors on va pas forcément, j'ai pour le coup des parents d'un ami qui ont une galerie vers Sancerre, donc je les suis aussi, donc c'est intéressant. Et voilà comment, parce que en fait je fais encore référence à Sébastien Gaz et l'opéra. Lui c'était de dire l'opéra aussi c'est quelque chose qui paraît tellement inaccessible, alors qu'en fait c'est l'est. C'est juste que dans notre pensée ça nous paraît inaccessible. Alors que là c'est à peu près la même chose quoi. En fait c'est vrai que c'est tout à fait des choses qu'on
qu'on a dans notre guide du collectionneur. C'est vrai qu'on a publié c'est un peu comme un livre blanc, quoi. C'est un guide qu'on offre à toute personne qui se connecte à notre site et s'abonne à la newsletter. C'est un bouquin de 50 pages où effectivement c'est vraiment pour les néophytes, c'est comment je commence à m'intéresser à l'art, comment je saute le pas, qu'est-ce que ça veut dire les prix, pourquoi un artiste est coté, pourquoi plus acheter de la peinture, de la sculpture, qu'est-ce qui vaut mieux pour commencer. Voilà, donc on donne tout un tas de conseils, notamment le fait de quand même peut-être se faire un peu l'œil en allant voir des expos, en allant voir alors ça peut être des expos de grands peintres ou grands artistes dans les musées bien sûr, mais ça peut être aussi dans des petites galeries, aller voir des choses et en apprendre un petit peu avant de se jeter à l'eau. Mais ce qu'on dit aussi, c'est que on n'a pas besoin non plus d'être un grand expert pour avoir un coup de cœur. Et d'ailleurs, sur notre site, comme les artistes ne sont pas connus, de toute façon, la plupart de nos acheteurs, c'est avant tout un coup de cœur qu'ils vont avoir sans forcément trop se soucier de la cote de l'artiste, ou est-ce que c'est un investissement, un bon placement, etc. Donc voilà, c'est avant tout le coup de cœur. Et donc moi, donc finalement, le conseil que je donnerais, c'est quand même de se faire confiance, de faire confiance à ses coups de cœur, parce que c'est ça le plus important finalement, c'est d'être heureux avec une œuvre. Et il y a pas de mauvais choix si c'est un choix qu'on aime, quoi. Voilà. C'est clair, et je trouve l'importance des émotions dans l'art et dans la transmission. Complètement, voilà. Mais il y a des gens c'est vrai qu'il y a des gens, après il y a plusieurs méthodes de fonctionnement, il y a des gens qui sont assez sûrs d'eux, qui vont assumer leur coup de cœur, voilà, d'autres qui vont avoir besoin d'être rassurés par des arguments un peu plus rationnels sur oui, c'est un artiste qui a fait les Beaux-Arts de Paris, c'est sûr que ça tient la route, il a fait telle et telle expo, donc ça veut dire que c'est prometteur. Non, mais comme c'est quand même un certain prix, au bout d'un moment, le coup de cœur, il a besoin d'être un petit peu rassuré éventuellement, au-delà d'un certain prix, c'est sûr. Ah ouais, non, c'est clair. Et justement, je vais te poser quelques questions du guide. Ouais, carrément. Alors, l'une des premières dans le dernier, en tout cas, que j'ai vu, c'est certaines questions que t'as mentionnées, c'est donc où acheter de l'art. Ouais. Alors, où acheter de l'art? J'en ai trois. J'en ai pris trois. Je vais pas toutes te les faire, mais. Ah bah super, très bien. Où acheter de l'art? Donc sur Casoar. Non, mais en fait, il y a plein d'endroits. C'est ça qui est génial. C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait une spontanéité, parce que ça peut être sur un lieu de vacances. Bah voilà, il y a un artiste qui fait une expo et pouf, on a un coup de cœur. Et moi, je trouve que c'est en fait souvent l'achat d'art est lié à un souvenir aussi d'un lieu ou d'une personne qu'on a rencontrée donc c'est pour ça je nie pas du tout. Le côté humain de l'achat d'art, c'est vrai que nous, en ligne, il y a moins ce côté-là. Mais en tout cas, c'est important d'avoir aussi ces expériences-là. L'avantage de le faire en ligne, c'est d'autres aspects, mais qui sont super intéressants aussi. C'est le fait que quand on habite loin des galeries, etc., on peut le faire sans bouger de chez soi, d'avoir un choix hyper large. De pouvoir, si on a un budget bien défini, si on a des critères aussi, parce qu'on sait qu'on veut le mettre à tel ou tel endroit, en tout cas, voilà, on peut faire des recherches un petit peu plus rationnelles, et puis voilà. Donc je pense qu'en ligne, c'est quand même un bon plan, parce qu'on a accès à une offre vraiment importante. C'est ça le principal avantage, quoi. Et puis que c'est simple, quoi. On n'y passe pas, parce que parfois. Alors c'est un plaisir aussi d'aller chiner, d'aller faire plein de galeries, etc. quand on peut le faire, mais ça prend beaucoup de temps. Puis parfois on se décide pas, donc finalement c'est. Donc. J'ai en tête effectivement des personnes qui parfois passent du temps, ils hésitent, ils se disent coup de cœur, mais en même temps il y a quand même un investissement, faut que je fasse gaffe. Et ils repassent peut-être plus tard, mais il y a quand même il peut y avoir un côté un peu contraint de devoir revenir et tout. Voilà. Oui, c'est vrai voilà. Que là, en ligne, on peut voir l'œuvre, la revoir le lendemain en se disant une semaine après, on se laisse réfléchir si elle est encore disponible et faire son achat, quoi. Ok. Et tu t'en as parlé, comment est calculée la cote d'un artiste? Alors ça, en fait, d'un point de vue purement technique, la cote d'un artiste, c'est le prix constaté lors des ventes publiques. Voilà, donc une vente publique, c'est une vente dans une maison de vente aux enchères, parce que là, c'est constaté publiquement par quelqu'un de manière juridique, un commissaire-priseur. Ah, c'est vraiment, d'accord. Donc voilà. Et du coup, voilà, normalement la cote c'est ça. Alors après, maintenant, en fait, on parle de cote d'un artiste à tout bout de champ, y compris pour des artistes qui n'ont jamais fait de vente aux enchères.
Et c'est vrai que même quand un artiste n'a pas fait de vente aux enchères, à un moment donné, il faut bien qu'il fixe ses prix. Donc il va se comparer à des artistes qui ont fait des ventes aux enchères et éventuellement se fixer. Mais voilà, en tout cas, vraiment la cote, c'est des choses de maison de vente. Et bon, pour la petite histoire, il y a quand même des acteurs sur le marché qui font un peu des arnaques pour artistes en leur disant qu'ils vont leur communiquer une cote officielle en échange d'une prestation de quelques centaines ou milliers d'euros et qui feront partie du guide machin truc de la cote des artistes. Mais c'est un peu limite quoi. Okay, enfin voilà pour la petite histoire. Ouais. Donc attention, voilà. Au cas où c'est des artistes qui nous écoutent. Oui. Ouais. Et puis en fait le troisième c'était comment aiguiser son regard, mais t'as un peu répondu en allant en étant voir. Curieux. Ouais, en allant voir. C'est ça. Je pense qu'il faut voir beaucoup d'art en fait. Ouais. C'est comme ça qu'on après et se faire confiance quand même. C'est clair. Laisser son intuition effectivement quand ça parle et que ça vient des guts, des tripes. Je vois des tripes, merci. On a rapidement abordé tout à l'heure, tu parlais donc c'est au départ pour particulier, mais aussi cet aspect entreprise. Ouais. À partir de quand là aussi, est-ce que ça a été dès le début que vous vous êtes lancé là-dessus et comment c'est venu? Non, alors c'est vrai que dès le début, on a eu moi par mon réseau, on a eu quelques touches avec des entreprises. On a travaillé au début aussi avec des entreprises. On a tout le temps travaillé avec des entreprises, mais il n'y avait pas de démarche volontariste de notre part parce que moi je pensais qu'il fallait pas s'éparpiller. Ouais. On est une petite équipe encore une fois, qu'à un moment donné, il faut d'abord se spécialiser sur ce qu'on appelle le B2C, les particuliers. Et ça, c'était déjà un job très prenant. Et en fait, petit à petit, c'est vrai que après quelques contrats où on avait quand même eu des montants plus élevés, ça s'était conclu de manière assez fluide. Et puis aussi la découverte du dispositif du leasing d'œuvres d'art, qui permet d'acheter des œuvres d'art en lissant l'achat sur un certain nombre de mensualités. Okay. Et à l'issue, il y a une option d'achat qui peut être exercée sur une valeur résiduelle qui est le 5% du prix de l'œuvre. Donc c'est hyper intéressant. Et en plus, les loyers sont déductibles pour l'entreprise de son IS. Donc c'est vraiment intéressant. Donc on a au début, c'était il y a un peu plus d'un an, en janvier 2019, on a commencé à bosser avec une boîte qui faisait du financement en leasing, comme ça. Et on a eu pas mal donc on le présentait sur le site. Ouais. Et du coup, juste en mentionnant ça sur les pages de nos œuvres, on a commencé à avoir de l'appel entrant d'entreprises que ça intéressait. Okay. Et donc voilà, sans faire beaucoup d'efforts marketing, mais juste en mettant en ligne cette offre, on a eu de l'appel entrant et on s'est dit, là, il y a vraiment un truc quand même. Donc on a développé petit à petit l'offre. Maintenant, on a internalisé aussi la prestation de financement. Okay. Alors, on sous-traite quand même à une filiale de banque parce qu'il y a une dimension quand même bancaire. C'est quand même un prêt quelque part. Donc, on travaille avec une filiale du Crédit Agricole qui s'appelle Locam. Et mais c'est nous qui faisons, vis-à-vis du client final, c'est nous qui gérons l'ingénierie financière. Ce qui nous permet de marger un petit peu d'ailleurs sur cette activité financière aussi. Et donc, effectivement, on est en train de, là pour le coup, d'avoir une démarche commerciale plus volontariste, de prospection. Alors bon, c'est de la prospection qui n'a rien à voir. Enfin, on décroche pas son téléphone en demandant à parler. Personne qui cherche de la déco, je vais dire, mais c'est pas. Ouais, non, l'appel entrant. De toute façon, ça marche de moins en moins. Ça c'est clair. Voilà. Mais alors, dans notre domaine, on va pas faire boire un âne qui a pas soif, quoi. Hein. Donc, non, il faut susciter. Enfin, voilà, c'est vraiment des démarches commerciales assez particulières, vraiment par réseau, et puis beaucoup de ce qu'on appelle inbound. Donc, pareil, on donne une visibilité en ligne de l'offre et on a de l'appel entrant. Quoi. Voilà. Okay. Mais ça se développe bien. Ouais. Voilà. Mais d'ailleurs, donc ça fait totalement référence au partenariat avec c'est Bale Art ou je sais pas comment ça se dit. Le partenariat avec Bale Art, l'organisme. Ah oui, Bayard. Oui, c'est ça. Ça c'était. Je sais pas si ça se dit en français. C'était eux l'organisme avec lesquels on a commencé à travailler en janvier 2019. On a travaillé toute l'année 2019 avec eux. Okay. Puis depuis on s'est autonomisé en se disant on va se lancer. Ok. Voilà. Ça marche, canon. On va partir sur un sujet, alors, et t'en as parlé dans une interview avec la French Tech sur l'entrepreneuriat féminin, on va dire. Et est-ce qu'il y a une manière d'entreprendre au féminin?
Ouais, alors moi je continue à dire que, alors c'est vrai que en plus j'ai fait un article de blog qui a un peu circulé parce que Madines l'avait repris sur les 10 conseils pour se lancer aux start-upeuses. Et je l'avais mis au féminin effectivement. Parce que j'avais pointé des freins que se mettent plus les femmes que les hommes. J'en ai parlé un petit peu au début, mais cette idée de repousser, de penser qu'on n'a pas de tempérament entrepreneurial, je pense que les femmes peuvent avoir parfois plus de freins là-dessus en ne se reconnaissant pas dans l'archétype de l'entrepreneur qui est assez masculin, etc. Aussi, forcément, ça c'est un grand classique, mais on se dit que c'est pas le bon moment pour entreprendre parce que on va faire des enfants, on a des enfants en bas âge, etc. Donc, il y a quand même des problématiques qui touchent spécialement les femmes, notamment sur le fait de se lancer. Et aussi, ce que je disais dans cet article, et je le pense toujours fortement, j'en étais victime aussi, c'est que parfois on n'ose pas avoir des objectifs aussi ambitieux que ce qu'on pourrait. Enfin, je pense que les hommes se mettent moins de barrières. Bon, même si je veux pas faire de généralité, évidemment, il y a des hommes qui s'en mettent et il y a des femmes qui s'en mettent pas. Mais c'est une tendance que je peux observer. Et c'est pas que une observation, c'est aussi des stats. C'est que les levées de fonds qui sont menées par des femmes sont sur des montants inférieurs en moyenne. Alors je sais plus quel est le montant et la différence exactement, mais que les startups menées par des hommes. Donc et c'est pas que parce qu'elles ne les obtiennent pas, c'est aussi qu'elles demandent pas autant. Donc et ça c'est dommage quoi. Parce que on râle parce qu'on n'est pas assez reconnus, mais parfois c'est nous-mêmes qui nous mettons les barrières. Voilà, c'est ça. Donc c'est en ça, je trouve qu'il y a des freins qui sont plus propres aux femmes parfois et que c'est dommage parce que pour le coup après non, au contraire, je suis plutôt assez partisane de dire que non, on est les mêmes quoi. Enfin, alors oui, on peut dire, d'ailleurs, je me suis un peu fait critiquer sur le fait d'avoir dit il pouvait y avoir une sensibilité plus féminine dans la manière de manager, etc. Mais ça c'est un peu du cliché, c'est vrai. Enfin, moi j'estime que j'ai une manière de manager dans l'empathie et dans la sensibilité, mais toutes les femmes sont pas comme ça non plus. Voilà. Faut pas faire des généralités à chaque fois du moindre truc, on va dire, mais c'est une tendance là, comme tu disais. Aussi, ça peut être. Voilà, et puis c'est vrai qu'il y a des secteurs où il y a plus de femmes qui entreprennent que d'autres, donc ça je l'ai observé aussi, mais et ça pour le coup, faut regretter peut-être qu'il y ait pas autant de femmes dans des domaines plus vraiment très tech, par exemple. Ah oui, j'ai vu, c'est 10% des startups qui ont, des startups dans la tech ont une fondatrice ou une cofondatrice en tant que femme, quoi. Ben ouais, c'est ça, voilà. C'est juste ridicule. Voilà. Mais ça, par exemple, je pense que Casoar est considéré comme une startup de la tech, alors que notre dimension technologique est pas si importante que ça. Mais pour le coup, des startups qui bossent dans l'IA, dans je sais pas, des medtech, enfin des choses très très techno et avec une dimension scientifique et ingénierie assez forte. Là, pour le coup, là, il y en a très peu. Mais c'est lié au fait qu'il y a peu de femmes ingénieurs. Enfin, c'est tout un ensemble de choses observées dans notre société. Et ça se traite au niveau des études, des a priori que peuvent avoir les femmes au moment de choisir leurs études. Des personnes qui portent la voix pour le dire aussi. Voilà, donc effectivement, c'est dommage. Mais c'est vrai que les femmes ne sont pas que là pour monter des box pour femmes qui viennent d'accoucher. Alors, c'est bien de le faire aussi, on ne dit pas. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Après, ça. Oui, mais il y a un peu un cliché de penser que les femmes ne montent que des projets là-dedans. C'est pas vrai. Parce qu'en France, c'est quand même que 30% d'entrepreneurs oui, c'est donc vrai. ES à la fin. Voilà, exactement. Voilà. Un petit équilibre, ça pourrait être sympa, quoi. Bah, exactement. Voilà. Mais, peut-être que le système est un peu plus dur avec les femmes, mais moi, je pense que vraiment, il y a beaucoup de freins, comme je le disais, que les femmes se mettent elles-mêmes. Mais bon, parce que le système leur renvoie ça sans doute aussi, donc, voilà. Malheureusement. Et il y a aussi un aspect, j'en ai parlé avec Camille Choplin, l'écolo girl, de cet aspect sororité. Oui. Aussi. Ouais, complètement. Pareil, je pense que ça tient à cœur aussi pour le coup. Ouais, c'est vrai, ça aussi, j'ai eu l'occasion d'en parler. Je pense que c'est vachement important du fait qu'on est une minorité, de s'entraider entre femmes aussi, femmes entrepreneurs. Moi, je l'ai toujours fait, enfin ça s'est fait assez naturellement. Alors, déjà à Paris, puisque la boîte s'est lancée à Paris au départ, j'étais dans un incubateur où il y avait essentiellement des femmes, donc ça forcément ça jouait, mais après coup
il y a toujours eu une affinité assez forte à échanger avec d'autres femmes entrepreneurs, voilà, parce que on avait des points communs, des choses à échanger aussi, et donc pareil, maintenant que j'ai un petit peu plus d'expérience dans l'entrepreneuriat, j'aime bien aider d'autres entrepreneurs. Alors j'ai aidé des hommes bien sûr, mais j'aime bien, et j'ai coaché notamment les 2 fondatrices de Dipongo, voilà, qui ça me faisait très plaisir aussi de le faire, non pas que parce qu'elles étaient des femmes, mais je trouve que c'est bien aussi de stimuler l'entrepreneuriat féminin et de s'entraider. Et justement, avec ton expérience, est-ce que les freins imaginés par les femmes sont juste mentaux ou ils sont réels? Les deux, en fait, c'est ça. C'est que il y a des freins mentaux, donc, mais qui, encore une fois, qui sont imposés par quand même un système qui est là, parce qu'il y a cet archétype d'entrepreneur assez masculin, il y a cette idée qu'on peut pas concilier enfant en bas âge et entrepreneuriat, des choses comme ça, mais qui est un a priori, je pense, pour le coup. Et après, alors moi, je ne l'ai pas vécu moi-même, mais c'est vrai que bon, il paraît que, moi j'ai vraiment eu des retours d'autres femmes qui me disaient qu'elles avaient eu des remarques parfois un peu désobligeantes dans des entretiens, soit avec des banquiers, soit avec des investisseurs, qui mettaient en cause leur pas leur sérieux, mais enfin qui se permettaient parfois des questions un peu déplacées, voilà. Ouais, qui n'aurait pas posé un homme, quoi. Oui, c'est ça, plutôt sur un procès en compétence ou qui était parfois un peu déplacé, quoi. Donc ou jouant un peu sur plus de retenue, plus de timidité, je sais pas, pour en profiter. Ouais. Donc, mais moi, à titre perso, je n'ai pas vécu, donc, je veux pas dire que c'est systématique et je pense quand même que, faut. En tout cas, s'il y a un soupçon de ça, et c'est un truc aussi que j'ai créé dans l'article de blog, je pense qu'il faut ne pas y prêter attention. Parce que si on s'arrête à ça, de toute façon, on fait rien. Voilà, oui, des barrières, on va en avoir, mais les hommes en ont aussi. Je veux dire, on a plein de barrières quand on monte une boîte. Donc, si on s'arrête à la première objection ou à la première remise en cause ou à la première personne non bienveillante qu'on rencontre, on est mal barré. Ouais, c'est ça. Mais je me souviens, tiens, ça me fait juste penser. Je suis bavarde, mais. Non, mais c'est très bien. J'ai rencontré avant de lancer Casoar, j'étais au tout début. Quelqu'un qui, en fait, m'a dit, mais votre projet, ça va pas marcher. Enfin, vraiment, il a dit, moi, vous allez pas réussir à vendre en ligne. Vous venez pas du milieu de l'art. Vous avez pas de développeur. Ça va pas marcher. Oh là là. Et je suis sortie de là. J'étais vraiment. Non, mais il pensait bien faire. Il m'a dit, j'espère que je préfère le dire aux gens avant qu'ils se lancent. C'est énorme. C'était. Et en fait, j'avais débriefé avec une personne qu'on connaissait en commun qui m'a dit, enfin, il m'avait rassuré quand même parce que j'étais un peu déstabilisée. Mais bon, j'ai continué, mais il m'a dit, mais t'inquiète pas, l'écoute pas, fonce. De toute façon, il y a toujours des gens qui ont peur d'entreprendre. Et d'ailleurs, ce mec-là n'était pas un entrepreneur. Il était très bien placé pour en parler. Non, mais il y a toujours des bonnes raisons de pas y aller. Mais ça fait totalement écho à Annelle Saurigné, pour le coup aussi, que j'ai interviewé sur ce podcast avec son blog La Révolution des Tortues. Elle avait rencontré quelqu'un qui lui a un rédacteur web qui lui disait non mais de toute façon tu pourras pas en vivre, c'est juste pas possible, arrête-toi là. Et puis c'est pareil, ça sort de nulle part et au final elle lui a prouvé pour le coup avec 60 000 visiteurs uniques par mois, donc elle peut le montrer qu'en écrivant des articles de blog on peut s'en sortir assez bien. Mais quelque part ça met à l'épreuve notre motivation et je trouve que ça nous endurcit aussi. C'est ça. En fait c'est que des challenges, les personnes qui viennent nous piquer comme ça avec des trucs, c'est voir si on résiste sur notre chemin et savoir. Mais bon, des fois on est un peu. Non, mais c'est pour ça. Des fois il y a des bas. On parle. Il y a des jours où le soir on n'a pas la grosse forme, quoi. Ça fait partie du jeu, quoi. Mais il faut ces bas pour que les hauts soient encore plus jolis aussi. Exactement. Voilà. C'était ma petite phrase philosophique. Non, mais c'est vrai. T'as dit, je pense que l'on est plus inventif sans argent. Oui, ouais, c'est vrai. Je trouvais ça intéressant aussi parce que souvent on peut imaginer que quand on se lance, on a besoin de fonds. Alors ça dépend. Quand on lance un resto, oui, on a besoin de fonds parce qu'il faut acheter du matériel. Mais parfois, quand on a une idée et quelque chose à faire en ligne, on n'a pas besoin de tant de fonds que ça. Donc je trouvais ça intéressant. Est-ce que tu peux Ouais, complètement. Et en fait, mais ça, alors je le crois à fond. Et bon, de toute façon, ça a été mon cas entre guillemets parce que comme j'ai expliqué, même si on a eu quelques financements au début.
On a eu globalement 100 000 € la première année pour lancer quand même un site web. Il y avait des investissements techno à faire, etc. Donc c'était pas tant que ça. Et notamment, on a eu des concurrents qui avaient eu pas mal d'argent en plus. Et du coup, c'est vrai qu'on a dû trouver un peu des techniques qu'on appelle le growth hacking, de comment est-ce qu'on va on va faire du buzz et on va faire du trafic avec nos petits doigts, nos petits bras. D'où le blog, d'ailleurs. On a toujours été très actifs aussi sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai fait pas mal de concours à la création d'entreprise pour me faire connaître aussi, avoir des retombées presse sans avoir d'agence. Voilà, donc ça a été comme ça, mais c'est vrai que ça a poussé à l'inventivité parce que finalement, si on avait eu plus de moyens, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait fait des campagnes Facebook, Google, on aurait dilapider notre argent en le donnant aux GAFA. Non, j'exagère mais évidemment, ça peut servir quand même. Mais au début, quand on ne connaît pas son marché, moi, je pense qu'il faut pas se précipiter pour aller. Voilà, faut y aller petit à petit, surtout dans le digital comme ça, sur du B2C. Ça peut être bien de pas trop dépenser trop vite. Voilà. Ouais. On va parler un peu de la suite pour Kazoar. Et tout à l'heure, t'as rapidement parlé de l'IA. Oui. Et voilà aussi, si tu peux nous en parler. Ouais, en fait, l'IA. Pourquoi l'IA? C'est pas juste parce qu'on veut être à la mode. Donc l'intelligence artificielle, au cas où. Oui, voilà, c'est ça. Je précise. Voilà. Non, mais en fait, pour nous, ça a entièrement du sens parce que aujourd'hui, je le disais, on a un catalogue de 30 000 œuvres. En moyenne, nos visiteurs passent 2 minutes 30 sur notre site. Donc, la probabilité qu'ils tombent sur leur coup de cœur parmi 30 000 œuvres est assez faible, parce qu'il y a un temps disponible et il faut qu'on soit capable de leur montrer l'œuvre la plus pertinente et qui fera mouche chez eux en un temps record. C'est classé, c'est ça. En les amenant à faire les bonnes actions et pas trop se perdre dans notre catalogue. Donc aujourd'hui, on a des filtres assez classiques de sites e-commerce finalement. On en a beaucoup malgré tout, donc mais ça peut prendre du temps. Et puis à la fin, même quand on a appliqué plusieurs filtres, on a encore plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'œuvres à parcourir. Donc ça peut être encore assez long. Du coup, l'idée, c'est effectivement d'utiliser les data, l'historique qu'on a pour petit à petit savoir pousser les bonnes œuvres aux visiteurs à partir de quelques indicateurs qu'ils vont nous donner. Par exemple, là où ils vont cliquer, on va les inciter à dire s'ils aiment ou ils aiment pas, à répondre à quelques petites questions, un petit questionnaire de préférence au début, déjà pour cibler la bonne tranche de prix, la bonne technique. Est-ce que c'est plutôt peinture, sculpture? Voilà. Et ça, le questionnaire, c'est assez basique, mais après, l'IA, pour le coup, c'est vraiment à partir de ce qu'il a commencé à cliquer, voilà. Avoir évidemment des connexions entre les œuvres, à partir de pas mal de critères, pour aller lui pousser les œuvres les plus affinitaires. Ok. Voilà. Canon. Et l'idée, c'est de mixer avec ça de la reconnaissance d'image. C'est-à-dire que, comme les coups de cœur sont aussi visuels, l'idée, c'est qu'on pousse des œuvres qui ressemblent à celles qu'ils aiment déjà. Voilà. Dans l'esprit de... Ouais. Ok. Et donc là, vous êtes dessus? Vous avez commencé? Ouais, c'est un projet, sur lequel on est en train d'obtenir des financements et qu'on va lancer effectivement. Derrière. Génial. Et oui, parce que vous êtes leader en France quand même, on l'a pas encore dit. Oui, alors même si c'est un marché assez, disons qu'il y a un trio de tête dont on fait partie. Après, sur notre créneau vraiment à nous, la vente en direct entre artistes et amateurs d'art, oui, on est leader, clairement. L'acteur historique. Après sur l'étranger aussi, il y avait vous êtes déjà lancé au UK, on s'est lancé, on s'est lancé à l'étranger depuis plus d'1 an et ça a une bonne traction. Après on y va avec parcimonie parce que ça coûte très cher de se faire connaître à l'étranger, on n'arrive pas dans des marchés vierges non plus. Donc c'est pour ça qu'on a une levée de fonds en préparation, mais ça pour 2021. Et l'idée, c'est après d'accélérer à l'international. Complètement. Donc ça, c'est les objectifs sur les prochaines années. C'est en gros là, on a un peu listé. Il y a effectivement une dimension techno sur le site, être plus performant, avoir un meilleur taux de conversion, c'est-à-dire que les gens achètent plus rapidement, se développer à l'international et puis développer notre offre aux entreprises, le B2B. Où il y a un super potentiel. Canon. Voilà. Et je voulais aussi parler de l'écosystème bordelais. Parce que t'es bien implanté dans différents, la French Tech, ici à Emera aussi t'es mentor, on l'a pas dit, Emera. C'est vrai, je suis mentor aussi, parce que moi c'est aussi pour ça que je voulais créer le podcast, c'était pour justement mettre en avant cet écosystème qui est hyper dynamique. Est-ce que tu peux là aussi nous en parler? Qu'est-ce que,
Voilà. Qu'est-ce que tu as ressenti? Parce que moi, j'ai vraiment ressenti une émulsion, on va dire, sur cet écosystème. Est-ce que tu l'as ressenti de la même manière? Entièrement d'accord, ouais. Moi, donc, à la base, je suis parisienne. Je suis arrivée à Bordeaux il y a bientôt 4 ans. Donc, Casoar avait déjà commencé à exister. Mais c'est vrai que, alors, j'avais contacté Emera Emera venait de se lancer aussi. Je les avais contactés parce que je cherchais un accélérateur, justement. Ils venaient de se lancer, donc ça tombait très bien. Et alors vraiment, je suis reconnaissante à Emera parce que ils m'ont introduite à beaucoup de l'écosystème bordelais, que ce soit les banques, les financeurs, tout l'écosystème French Tech aussi. Donc les avocats, les comptables, tout. J'ai eu tout servi presque sur un plateau, donc c'était vraiment génial. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même une belle vitalité de création de start-up, des super belles boîtes. Qui ont un rayonnement international, donc c'est vraiment, je suis hyper contente d'être venue à Bordeaux et en plus c'est quand même plus pour le coup à taille humaine qu'à Paris où c'était tout de suite des gros événements assez impersonnels. Bon, c'est vrai que là au final, on finit par connaître pas mal les autres entrepreneurs et du coup, on a des liens assez privilégiés. Moi, il y a beaucoup d'entrepreneurs avec lesquels j'ai des super liens, notamment beaucoup sont mentors chez Emera. Et donc, ça c'est appréciable aussi d'avoir un lien plus rapproché. Et en fait, ça peut être des gens. Par exemple, dernièrement, on challengeait nos techniques de prospection commerciale sur les entreprises là, puisque c'est un peu nouveau pour nous. Et je suis allée rencontrer Sébastien Constant, le fondateur de l'Addition, qui est une super belle boîte. Et c'est vachement sympa de sa part. Enfin, je veux dire, il est débordé, mais il a pris 1 heure de son temps pour me parler un peu de leur technique commercial et comment il pouvait y avoir des parallèles entre les deux. Donc ça c'est chouette quoi. Il y a une très belle énergie. Ça, on est bien d'accord. Canon. S'il y a un truc quand même, parce que pendant le confinement, vous avez fait des ventes au profit justement. Alors, je sais plus quel est le terme exactement. Pour aider les hôpitaux. Pour aider les soignants. Les soignants, et en fait, c'était une alliance entre l'AP-HP et l'Institut Pasteur. Et la Fondation de France, bien sûr, pour collecter des fonds, pour lutter contre le virus. Donc c'était aussi bien aider les soignants que financer la recherche contre le virus. Ok, canon. Et parce que j'ai vu qu'en ce moment vous faites une vente solidaire au profit d'Emmaüs International. Ouais, alors c'est vrai que les deux c'est une période où clairement les organismes qui soutiennent les plus défavorisés, etc., sont assez sollicités. Et donc on a fait cette vente à notre initiative pour les soignants et ça c'était donc en avril et suite à ça on a été contacté par Emmaüs pour faire une vente qu'on a lancée vendredi qui cartonne de street art. Donc nous on est ravis parce que on veut donner du sens aussi à Casoar, que ce soit une marque engagée un peu plus qui prenne position pour des causes parce que c'est notre ADN aussi, on a envie que nos clients le sachent. Un peu de personnalité quoi. Et puis bon, accessoirement ça nous donne de la visibilité et c'est bien aussi. Totalement. Top. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu aimerais qu'on revienne, ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé et tu te dis c'est quand même dommage, ça serait bien d'en parler. Bah écoute, non là c'est, je pense que non, mais voilà, c'est vrai que moi aujourd'hui je suis à un stade où, j'ai encore très prise par Casoar encore, mais je suis à une période où j'ai envie de redonner aussi un peu à d'autres entrepreneurs, d'où l'idée d'être mentor. Mais voilà, je réfléchis à des actions pour continuer à faire ça aussi de manière associative ou autre quoi. Cool, super. Et si quand même, qu'est-ce qui t'anime au quotidien? J'ai encore les dernières petites questions comme ça un peu. Moi moi j'ai besoin de toujours apprendre. Voilà, c'est quelque chose de découvrir des nouvelles choses, d'être challengé, d'avoir un truc inatteignable que je réussis à atteindre. Donc apprendre et me fixer des challenges difficiles et les atteindre. Ok, ça marche. Et ça me fait penser à la question pour le coup, est-ce que ton plus gros échec, parce que pour le coup ça arrive quand même, et alors souvent on dit que les échecs sont quand même très formateurs, c'est pas souvent ce qu'ils sont très formateurs, quels qu'ils soient. Est-ce qu'il y a un moment, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit j'arrête? Non. Non. Non, non, non. Non, en revanche, aujourd'hui, quelque chose, je le dis de manière assez transparente, qui me pèse un petit peu, c'est de pas avoir de cofondateur. Voilà, c'est pas la majorité, je pense, des entrepreneurs. Beaucoup montent à plusieurs. J'ai eu pas mal d'occasions de m'associer au tout début. J'ai rencontré pas mal de gens, puis
Pour diverses raisons, ça s'était pas fait à ce moment-là, donc j'ai continué à avancer. J'ai failli m'associer aussi en arrivant à Bordeaux avec une femme très douée et très intéressante, et puis finalement pareil, ça s'est pas fait. Et aujourd'hui, parfois c'est vrai que j'ai besoin de partager des visions stratégiques, etc. Ce que je fais, parce que voilà, avec équipe et Mera, avec mon board, avec mon équipe évidemment. Mais c'est vrai que voilà, l'aventure collective, moi je suis quand même quelqu'un qui aime le travail en équipe, qui suis assez sociable, assez ouverte, et c'est quelque chose qui me manque un peu. Donc si je devais refaire un projet, je pense que si je devais refaire Casoar, j'essaierais vraiment de le faire à plusieurs. Voilà, dès le début, je veux dire. Ça marche. Parce que là, on est une équipe de 10, mais voilà. Il y a du beau monde. Voilà. Et enfin, est-ce que tu aurais un conseil à donner pour quelqu'un qui a envie d'entreprendre, parce que parfois il y a quand même ce petit truc dans la tête qui toque à la porte en disant vas-y, et que personne n'ose pas. Non, mais moi c'est ce que je dirais, c'est ne doutez pas. Ne doutez pas de vos capacités entrepreneuriales. Vous n'êtes pas forcément dans l'archétype de l'entrepreneur, mais c'est pas pour autant que vous n'êtes pas fait pour ça. Donc faut pas se mettre trop de barrières. Et puis en fait, c'est jamais le bon moment pour entreprendre, ou c'est toujours le bon moment plutôt. Enfin, disons que ne vous inventez pas des excuses ou j'ai pas assez de fonds, ou j'attends d'avoir fini ce projet-là dans ma boîte avant de démissionner ou machin. Parce que, ou alors si on se crée trop d'excuses, c'est peut-être que finalement on n'est pas tant fait ça pour ça. Mais moi je dirais qu'il faut pas trop attendre. Si on a envie d'entreprendre, faut y aller, faut foncer quoi. Ok, voilà. Parfait. On te retrouve on va sur casoar.com. Ouais, casoar.com. Et après toi, si on veut te contacter, on te retrouve sur LinkedIn ou sur. Ouais, complètement. Voilà, Mathilde@casoar.com. Sinon. Parfait. Et ben super. Voilà. Merci beaucoup Mathilde. Merci. À très bientôt. Merci Théo. Merci à tous pour votre écoute. Mathilde entreprend avec beaucoup de passion pour démocratiser l'art et je trouve ça génial. Elle a créé un vivier d'œuvres variées avec des prix abordables pour que l'art soit accessible à tous. J'aime sa détermination, son envie de transmettre et la voix qu'elle porte pour promouvoir, entre autres, un entrepreneuriat plus féminin. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous, à vous abonner depuis la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes ou sur les différents réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pompon et surtout, d'ici là, échangez avec un maximum de monde. Bonne semaine à tous!